Le premier épisode de ce podcast est accessible gratuitement. Pour écouter la suite, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart. Sarkozy-Kadhafi, deux journalistes face à une affaire d'État. Affaire d'État, vous allez me dire, l'expression est un peu galvaudée. Mais franchement, pas cette fois. Car l'affaire dont on va vous parler, l'affaire Sarkozy-Kadhafi, est l'une des plus folles que la France ait connue. Un président de la République française est soupçonné d'avoir été acheté par un des pires dictateurs de la planète, un dictateur qui était à la tête d'un État terroriste. Et c'est ce même dictateur à qui Nicolas Sarkozy fera la guerre quelques années plus tard, entraînant derrière lui les plus grandes nations occidentales. Ça fait 12 ans que les journalistes Fabrice Arfi et Karl Lasquet travaillent sur cette affaire. Il faut vous rendre compte que sans eux, nous n'aurions jamais rien su de cet énorme secret, tellement énorme que quand ils l'ont révélé, personne ou presque ne les a crus. Mais 12 ans plus tard, et après 148 articles, des centaines de rencontres, des milliers de documents et des voyages dans le monde entier, des juges viennent de demander un procès. Nicolas Sarkozy et 3 de ses anciens ministres seront donc jugés. Pour la première fois, Fabrice Arfi et Karl Lasquet vont vous raconter comment ils ont travaillé, comment ils ont découvert, vérifié, comment ils ont osé publier. Et dans ce premier épisode, ils vont nous raconter comment tout a commencé. Sarkozy-Kadhafi, deux journalistes face à une affaire d'État. Par Mediapart. Épisode 1. Pour nous, l'affaire libyenne, elle commence avec l'arrivée dans nos boîtes mail d'un message intrigant. Fabrice Arfi. Envoyé par quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui nous dit qu'il est peut-être dépositaire d'informations importantes sur un personnage sur lequel le journal écrit depuis plusieurs années, qui est un homme qui s'appelle Ziad Takieddine. C'est un homme d'affaires franco-libanais. Et il est arrivé en France dans les années 80. Et les hasards de la vie ont fait qu'il est devenu assez rapidement marchand d'armes, en tout cas intermédiaire dans les contrats d'armement entre le gouvernement français et des pays étrangers. Et son nom a surgi pour la première fois pour nous dans une affaire qui a pris le nom d'affaire Karachi, qui concerne la vente de plusieurs matériels d'armement par le gouvernement Balladur à 2 pays étrangers, le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Il se trouve qu'il y avait des soupçons de pots de vin et de corruption sur ces contrats. Une partie de ces pots de vin avait servi au financement de la campagne d'Édouard Balladur en 1995. Et à Mediapart, on a révélé des grands pans de cette affaire dès l'année de la naissance du journal, c'était en 2008. Alors ce mail, il dit quoi précisément ? Alors en fait, dans ce mail, il nous est proposé de nous rendre dans un pays étranger pour des raisons de protection des sources. On ne peut pas tellement en dire plus encore aujourd'hui, pour aller récupérer une masse de documents qui concernent ce personnage intrigant qui est Ziad Takieddine. Et avec Karl, on décide de se rendre dans ce pays où on rencontre l'auteur du mail et d'autres personnes qui nous donnent un peu plus qu'une clé USB, une sorte de disque dur qui contient des dizaines de milliers de documents qui sont les archives personnelles de Ziad Takieddine. Et tout de suite, ça vous paraît sérieux ? Alors ça nous paraît parfaitement sérieux et authentifié. Et surtout, c'est vertigineux. C'est même pour un journaliste extrêmement excitant parce que ça nous permet de plonger dans l'intimité d'un intermédiaire que la justice considère comme un agent de corruption qui se retrouve depuis des décennies au cœur d'affaires d'État qui mêlent la politique française d'un côté et des pays étrangers de l'autre et qui sont souvent d'ailleurs des autocraties ou des dictatures. Il y a quoi dedans alors ? C'est quoi ? C'est des mails ? C'est des documents de travail ? Alors il y a un peu tout. Des photos de vacances, des documents bancaires, des documents comptables, des agendas, des achats de billets d'avion, des déplacements, enfin tout ce qui peut faire la vie professionnelle de quelqu'un. Et quand ce quelqu'un est une personne qui est suspectée par la justice anticorruption d'être une sorte de passager clandestin de la République, on se dit que là, on va peut-être pouvoir tirer le fil de quelque chose d'assez incroyable. Est-ce qu'il y a des documents ou des photos qui montrent la proximité qu'a Ziad Takieddine avec certaines personnalités publiques françaises? Oui, alors c'est le premier point qui saute aux yeux, quoi. Ça interpelle parce que Karl Lasquet. Voilà, c'est pas d'usage, dans l'histoire de la corruption en France, que des intermédiaires soient dans l'intimité de politiques. Il y a Jean-François Copé qui a été ministre du Budget à l'époque, dans l'intimité de Takieddine, dans sa villa,
On voit Brice Hortefeux sur son yacht, bras dessus, bras dessous avec les compagnes. On découvre aussi sa proximité avec Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, au moment où on entre en possession de cette clé. Et on constate qu'il prépare pour Guéant, depuis de nombreuses années, des déplacements étrangers et des notes de préparation, et y compris du voyage de Nicolas Sarkozy en Libye en 2005. Mais alors, avant ce voyage en Libye, il y a un premier contrat qui ne se fera pas, mais qui est évoqué dans ces documents avec l'Arabie Saoudite. Oui, en fait, Takieddine, pour nous, pendant longtemps, c'était l'homme d'un clan politique, qui était les Baladuriens, et d'une période qui était celle du gouvernement Balladur, quand Édouard Balladur était Premier ministre entre 93 et 95. Et en fait, ces documents sur lesquels on met la main avec Karl nous font comprendre qu'il y a une permanence du travail de Ziad Takieddine pour le personnel politique, sachant que le clan des Baladuriens, à partir du début des années 2000, est devenu le clan sarkozyste. Et d'ailleurs, quand Nicolas Sarkozy revient au ministère de l'Intérieur en 2002, on découvre dans ces documents qu'on a appelés entre nous les documents Takieddine, les photos en noir et blanc très chic d'une magnifique soirée que Ziad Takieddine a organisée dans son hôtel particulier pour fêter le retour aux affaires de son clan politique. Et ils sont invités tout un tas de proches de Nicolas Sarkozy. Sarkozy lui-même n'y est pas. Et donc, on voit que Takieddine a l'intention de se remettre aux affaires. Et c'est ce qui se passe, puisque ce qu'on voit, c'est que l'intermédiaire a reproduit en quelque sorte les pratiques qui commençaient déjà à lui être reprochées par la justice dans l'affaire Karachi, cette fois avec le cabinet Sarkozy, où il s'occupe de faire tout un montage financier pour un gigantesque contrat avec l'Arabie Saoudite de sécurisation des frontières du royaume, qui porte sur 7 milliards d'euros. Ce contrat, qui n'est pas encore signé, va lui permettre de récupérer pas moins de 300 millions d'euros de commissions occultes grâce à des sociétés qu'il a logées dans les paradis fiscaux. Ce contrat avec l'Arabie Saoudite, il ne va pas voir le jour, c'est ça ? Tous ces préparatifs tombent à l'eau parce que Chirac pose un ultimatum et interdit que ce contrat se fasse. Chirac, en quelque sorte, a peur que Nicolas Sarkozy se prépare un trésor de guerre pour une future campagne via un contrat et via des pots de vin que pourrait avoir signé Ziad Takieddine, comme ça a pu être le cas en 1995. Alors comment rebondit Takieddine une fois que ce contrat tombe à l'eau ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Alors en fait, ce qu'on continue de découvrir dans ces documents, c'est que dès qu'il y a cette interdiction chiracienne, Takieddine, qui a plus d'un tour dans son sac, ouvre les portes d'un nouveau pays au cabinet de Nicolas Sarkozy dès l'année 2005, et c'est la Libye de Mouammar Kadhafi. Décembre 2005, voyage du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy en Libye. L'homme pressé n'aura pas attendu. Le bédouin le plus célèbre au monde, connu pour faire patienter ses hôtes devant sa tente pendant des jours, le colonel Kadhafi, aura donc reçu Nicolas Sarkozy dès sa descente d'avion. Kadhafi, à nouveau fréquentable, ça tombe bien. La France a besoin de lui pour stopper les clandestins africains. Si on veut contrôler les choses sur la Méditerranée, on a besoin, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec la Tunisie et avec la Libye, d'une coopération. Sinon, on ne pourra rien contrôler. Mais à l'époque, quel est le rôle de la Libye dans le jeu international ? Ils sont encore un petit peu exclus, non ? Puisque après des années de terrorisme, il n'y a pas grand monde qui a des relations diplomatiques avec la Libye, non ? La Libye est au banc de la communauté internationale depuis au moins 15 ans, à la suite des attentats de Lockerbie et du DC-10 UTA, qui ont fait plusieurs centaines de morts. Décembre 1998. Dans un village d'Écosse, à Lockerbie, c'était jour du souvenir, le souvenir douloureux pour les familles des 270 victimes de l'attentat qui avait pulvérisé en vol un Boeing de la Paname il y a 10 ans, jour pour jour. Mais rien n'est réglé pour juger les auteurs présumés de l'attentat. C'est la Libye qui est suspectée. Les négociations judiciaires et politiques pour obtenir un procès sont inachevées. Jacques Chirac, en 2004, avait, comme président de la République, déjà renoué des contacts diplomatiques avec la Libye. Mais nous, ce qui nous surprend dans ces documents, c'est que parallèlement aux travaux diplomatiques menés par le Quai d'Orsay et la présidence de la République, dans l'ombre, il y a une sorte de diplomatie parallèle qui est mise en place par le cabinet Sarkozy, avec cet homme qui est Ziad Takieddine, qui, contrairement aux agents du Quai d'Orsay, n'est dans aucun organigramme de la République. Et donc on voit que Nicolas Sarkozy
utilise en quelque sorte Ziad Takieddine, qui a au sein de la place Beauvau un homme de confiance avec lequel il travaille main dans la main, le directeur de cabinet de Sarkozy, qui est un certain Claude Guéant, pour organiser absolument tout de A à Z, des discussions entre certains dignitaires libyens et le cabinet Sarkozy, des déplacements du cabinet Sarkozy à Tripoli. Et donc là, on se dit qu'il y a une histoire qui n'est pas connue des relations entre la France de Nicolas Sarkozy et la Libye de Mouammar Kadhafi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les documents, on voit que Ziad Takieddine, son principal interlocuteur, c'est Abdallah Senussi, qui est le beau-frère de Mouammar Kadhafi, mais surtout le chef des services spéciaux libyens depuis 20 ou 30 ans, l'homme fort de Tripoli. Et je trouve que cet homme est condamné pour un des actes de terrorisme dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'attentat contre le C10 UTA. Il est condamné à perpétuité par une cour d'assises française. C'est-à-dire qu'on a un homme qui a fait tuer, abattre des centaines de personnes, qui a été condamné en France, donc en son absence, par contumace, comme on dit, à la prison à vie, mais dans le dos des victimes de cet attentat, de leurs familles, etc., les plus hauts représentants français, le ministre de l'Intérieur et ses proches, vont discuter avec lui de quoi finalement ? Du côté libyen, l'une des demandes principales de Mouammar Kadhafi et de son clan, c'est justement que la France règle la situation judiciaire d'Abdallah Senussi. Et côté français, Ziad Takieddine, lui, il se fait l'émissaire de sociétés privées qui travaillent avec le ministère de la Défense et avec le ministère de l'Intérieur, en particulier une qui s'appelle Amesis, pour que on vende, nous, la France, à la Libye de Kadhafi, du matériel d'espionnage absolument redoutable, une sorte de Pegasus français qui permet d'espionner tout le net libyen. Et quand on parle d'espionnage dans une dictature comme la Libye, c'est évidemment la surveillance des opposants politiques, des dissidents, pour les réprimer dans la violence qui était l'habitude du régime libyen. Et tout ça, ça figure noir sur blanc dans les documents que nous avons, à la fois dans les notes de travail de Ziad Takieddine, qui est un besogneux, donc il prend beaucoup de notes, il laisse beaucoup de traces, mais aussi des contrats qui sont signés, qui sont parfaitement authentiques, et une fois de plus, de commissions occultes que Ziad Takieddine va toucher dans des paradis fiscaux sur la vente de matériel d'espionnage par la France au régime libyen. Décembre 2011. À l'Assemblée nationale, question du député socialiste Christian Paul au gouvernement. La parole est à Christian Paul. Monsieur le Premier ministre, il est désormais confirmé qu'au cours des dernières années, des entreprises françaises ont vendu à des dictatures des matériels de surveillance de l'Internet permettant d'intercepter le courrier électronique, de pister la consultation des sites et de connaître l'usage fait par chacun des réseaux sociaux. Pour la Libye du colonel Kadhafi, ces faits sont prouvés. Une liste des opposants surveillés avec ce matériel français est publique. Le rôle de M. Takieddine est cité dans la négociation de ces contrats et l'on sait quelles relations il a entretenues au sommet de l'État et de l'UMP. Monsieur le Premier ministre, vous devez rendre des comptes à la représentation nationale, bien sûr, mais aussi à l'opinion mondiale et aux militants des révolutions arabes. Ces faits et cette omerta abîment l'honneur de la France qui aurait dû, au contraire, soutenir les cyberdissidents. À quel niveau a été donné le feu vert politique ? Alors, quand on est journaliste et qu'on découvre ça, qu'on a ça devant les yeux, autant de documents, comment on fait ? D'abord, il y a un travail d'analyse des documents. On ne comprend pas immédiatement tout ce qu'on a, d'autant qu'il y a beaucoup de documents, par exemple, en arabe. Il y a des extraits de comptes bancaires, mais enfin bon, il faut comprendre les flux, il faut tout reconstituer. C'est comme un Cluedo, un puzzle dont il faut patiemment remettre les pièces dans le bon ordre. Et nous, par ailleurs, au-delà de ce travail documentaire, on essaye de faire un travail humain qui est de rencontrer les entourages des uns et des autres, y compris de confronter un certain nombre de pièces que nous avons avec le monde politique ou le monde de l'entreprise privée sur laquelle on enquête. Entre le moment où vous recevez ce mail et la publication de votre premier article, il se passe combien de temps ? Je dirais qu'il y a bien 2 mois et demi. Donc ça a été un travail patient et méthodique en dépit de l'excitation vis-à-vis des documents qu'on avait. Vous obtenez des réponses aux questions que vous posez aux principaux protagonistes ? Oui, on a des réponses, en tout cas on a des contacts, notamment avec le principal intéressé Ziad Takieddine, qui rentre dans une colère noire à notre égard. On a gardé l'enregistrement de cette conversation avec lui, qui est assez cocasse.
juillet 2011. Oui, monsieur Takedine ? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur Lasquet, je suis journaliste, on s'était rencontrés il y a quelques mois. Et donc, je travaille aujourd'hui pour Mediapart. De toute manière, vous avez vos propres convictions, elles sont toujours les mêmes. Non, mais là, c'est pas des convictions, en fait, c'est des informations qu'on a sur la prise en charge des déplacements et des voyages, notamment de monsieur Hortefeux, Copé. J'ai pas envie de vous parler, vous avez compris ou pas? Oui, non, mais je voulais quand même, je pensais que vous J'ai pas envie de vous parler. Allez chercher les réponses à vos questions de là où vous les cherchez d'habitude. Parce que moi, je suis un homme propre et vous êtes sale. Voilà. Vous êtes une des saletés les plus performantes dans la saleté. Écoutez, en tout cas, nous, on fait simplement une enquête. Vous pouvez en penser ce que vous voulez, mais on fait une enquête sur votre rôle parmi ce réseau politique. Les juges d'instruction écoutent tout le monde. Rien à foutre. Vous avez compris ce que je veux dire? Rien à foutre de vous en particulier et des autres qui vous suivent, ou qui vous mènent, ou qui vous guident. Bon, Takedine, on a entendu, mais pour les autres. Côté clan Sarkozy, on a peu de réponses, si ce n'est des réponses un peu embarrassées, notamment de Brice Hortefeux. Nicolas Sarkozy, qui lui est président de la République, ne nous répond pas. Il ne nous a, en 15 ans de Mediapart, jamais répondu. Parmi les principaux témoins, il y a déjà l'épouse de Ziad Takedine. Ils sont en plein divorce. Et elle va confirmer finalement le travail de son ex-mari, travail entre guillemets. Et à travers ça, on va avoir une plongée dans le réel de la corruption, puisque on va apprendre par exemple qu'il a été arrêté à cette époque-là, à la frontière suisse, porteur d'une valise remplie de billets. Enfin, on est vraiment dans le concret de la corruption. Un nom qui va beaucoup résonner dans cette affaire, qui n'est pas connu du très grand public, c'est Thierry Gobert. C'est qui ce Thierry Gobert ? Thierry Gobert, c'est l'un des très rares hommes du premier cercle de Nicolas Sarkozy depuis toujours. C'est-à-dire que autour de Nicolas Sarkozy, dès les années Neuilly, il a deux personnages qui ne le quittent pas et qui vont participer à la fabrication du personnage politique. C'est d'un côté Brice Hortefeux et de l'autre, c'est Thierry Gobert. Thierry Gobert, c'est un homme d'affaires, fêtard, jovial, qui est à la fois dans l'immobilier, dans la publicité, dans la communication et aussi dans le monde politique avec Nicolas Sarkozy. En effet, il travaille avec lui à la mairie de Neuilly-sur-Seine et puis il va le suivre au ministère du Budget puis au ministère de la Communication quand Nicolas Sarkozy intégrera le gouvernement Balladur. Pendant que vous enquêtez sur ce qui deviendra l'affaire libyenne, la justice enquête, elle, sur l'affaire Karachi. Et enquête sur les mêmes protagonistes en réalité. Un Takedine ici, un Thierry Gobert là, un Nicolas Sarkozy et bien d'autres, Brice Hortefeux, etc. Bon, donc on se dit c'est incroyable d'avoir dans un même espace-temps en fait une forme de chronologie qui ne s'interrompt pas entre les années 90 et le moment où on découvre les documents Takedine, avec cette particularité qui est très forte pour n'importe quel journaliste, c'est que le pouvoir politique sur lequel on enquête, c'est celui qui dirige la France pendant qu'on s'apprête à révéler toutes ces informations. Parce que Nicolas Sarkozy, en 2011, il est président de la République. 30 septembre 2011. La campagne d'Édouard Balladur a-t-elle donné lieu à un financement occulte ? La justice étudie cette piste. Voici Brice Hortefeux et Nicolas Bazire autour de leur candidat en 1995. Avec Nicolas Sarkozy, ils forment la jeune garde qui croit au destin présidentiel d'Édouard Balladur. Quel était le rôle exact de Brice Hortefeux durant cette campagne ? Chef de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère du Budget, il était aussi le responsable de la cellule Meeting d'Édouard Balladur. La police enquête aujourd'hui sur l'origine des fonds de cette cellule Meeting. Dans cette affaire complexe, il y a aussi Ziad Takedine, un ami encombrant. Intermédiaire dans les ventes d'armes, il est suspecté d'avoir organisé des rétrocommissions, entre autres pour la campagne d'Édouard Balladur. On en arrive à cet appel polémique du 14 septembre dernier entre Brice Hortefeux et Thierry Gobert. La femme de Thierry Gobert, entendue récemment par les enquêteurs, affirme qu'elle a vu son mari et Ziad Takedine rentrer de Suisse avec des mallettes de billets. Ce jour-là, Brice Hortefeux appelle son ami. Elle balance beaucoup apparemment, Hélène. Je te raconterai, mais ils ont énormément de choses. Et alors, cette enquête judiciaire, elle permet notamment des écoutes. Et vous allez aussi apprendre du coup des choses grâce à ces écoutes. Oui, c'est amusant parce que du coup, l'entourage de Thierry Gobert, par exemple, a paniqué dès la première perquisition de son domicile. On est toujours en 2011 et on a découvert le compte caché, on a découvert la maison cachée. C'est quoi ce compte caché, cette maison cachée ? De quoi on parle ?
En fait, Thierry Gobert a été détenteur de très nombreux comptes non déclarés à l'administration fiscale, donc des comptes secrets, des comptes cachés dans tout un tas de paradis fiscaux, essentiellement la Suisse, mais dans un autre pays, notamment aux Bahamas. Et il est aussi découvert par les policiers qui enquêtent sur l'affaire Karachi qu'il serait peut-être le propriétaire d'une villa, elle aussi non déclarée, en Colombie. Puisque dans une des écoutes qu'ils font, Thierry Gobert fait savoir à sa femme avec laquelle il est en train de divorcer, qui est la princesse de Yougoslavie, Hélène Gobert, qu'il faut surtout dire que c'est une toute petite maison, que c'est rien du tout, cette maison en Colombie, etc. Et donc nous, avec Karl, quand on tombe sur cette écoute, on se dit mais c'est bizarre quand même, pourquoi il y a autant d'enjeux autour d'une maison en Colombie ? Vous avez de la chance quand même, parce que vous tombez sur 2 protagonistes majeurs qui sont tous les 2 en train de divorcer, et avec 2 femmes plutôt bavardes. Quand tout ça est sorti, il y a tout de suite eu un peu une misogynie médiatique sur les femmes qui se vengent. J'ai tendance à penser que si ça avait été des hommes, on aurait dit c'est des lanceurs d'alerte. Certes, peut-être que le contexte du divorce a favorisé à ce qu'elles parlent, mais au risque de s'auto-incriminer dans un certain nombre de faits dont elles ont été témoins. Hélène de Yougoslavie et Nicola Johnson, qui est la femme de Zia Taqiyedine, parce que leurs maris font des affaires ensemble à l'ombre du monde politique, vont devenir très amis. C'est à la fois 2 personnes qui ont tout vu, tout entendu de ce que leurs maris et les responsables de leurs maris, c'est-à-dire parfois des ministres, parfois plus, ne veulent surtout pas que l'on sache. Et donc, évidemment, pour n'importe quel enquêteur, ce sont des témoins qui peuvent être capitales dans une investigation. Il y a donc cette toute petite maison qui se situe en Colombie. Et donc vous allez vous mettre en tête ce qu'il faut aller voir de quoi il s'agit précisément, c'est ça ? Oui, voilà, on va en avoir le cœur net, donc on est allé dans le centre du pays et on est arrivé dans une zone très protégée, habitée par d'anciens présidents colombiens, enfin un endroit très favorisé, protégé par une base américaine, une des plus grosses d'Amérique latine. C'est un palais qui se trouve dans la forêt, mais avec un lac artificiel. Et même, on découvrira qu'une partie de la maison a été financée grâce à de l'argent de Zia Taqiyedine. Donc, ça n'est pas que des paparazzades qu'on va faire. C'est-à-dire que c'est pour nous, évidemment, l'intérêt public majeur de cette maison, c'est qu'elle est l'incarnation matérielle, immobilière, des schémas de corruption et de blanchiment après lesquels on court depuis des années dans le journal. Mais en étant sur place, on se rend compte que Thierry Gobert ne fait pas qu'avoir une maison là-bas, il a aussi des bars qu'il a montés avec un associé français à lui sur place. 2 bars qui ont des noms pour le moins surprenants, puisqu'ils s'appellent pour l'un le Nichon et pour l'autre le Nibar. Le village dans lequel il s'était installé s'appelait Nilo. Évidemment, les Colombiens ne comprenaient pas de quoi il en retournait, et lui, ça le faisait beaucoup marrer. Donc il y aura ce reportage en Colombie, et plus généralement, les documents Taqiyedine vont donner lieu à 45 articles. Mais le tout premier d'entre eux, c'est juillet 2011, Sarkozy-Guéant, le grand soupçon libyen. Il n'est pas encore question de financement de campagne, et on vous le racontera demain dans le 2e épisode. À suivre. Pour écouter les prochains épisodes, rendez-vous sur le site ou l'application Mediapart.